Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux pour assister à ce 7e webinaire qui est organisé dans le cadre des Mématos du CREPS de Montpellier. Je m'appelle Pierre Salamé, je suis ancien responsable du haut niveau du CREPS et auparavant, pendant 20 ans, j'ai été entraîneur national de canoë en slalom. J'ai créé la collection des Mématos il y a quelques années. J'en coordonne la rédaction et les rédacteurs sont des entraîneurs, sont des psychologues du sport, dont certains sont ici présents ce soir. Les Mématos, c'est un outil que l'on propose pour sensibiliser, former les entraîneurs ou les sportifs à la dimension mentale de la performance. 10 tomes, 12 tomes maintenant sont disponibles en vente sur le site du CREPS. En parallèle des travaux que nous faisons sur les mématos, nous organisons depuis 2 ans des webinaires dont les principaux thèmes, les derniers thèmes, on a traité l'entraîneur parent, la motivation dans l'entraînement, et puis le dernier au mois de mai qui traitait du rôle du parent dans la carrière de son enfant. Ce soir, nous allons traiter une problématique qui va nous faire se poser la question de la posture de l'entraîneur confronté à l'exigence dont il a besoin pour mener ses entraînements et qui, de temps en temps, peuvent conduire à la maltraitance. Nous ne traiterons pas les violences mentales, les violences physiques, les violences sexuelles qui relèvent de manière évidente de la loi. Ces violences ont été abordées lors des travaux parlementaires récemment. On ne voudrait pas aller sur ces violences-là, mais plutôt porter notre réflexion sur la zone étroite qui sépare un entraînement exigeant avec un entraînement maltraitant. Nous questionnerons nos auditeurs et aussi les collègues autour de cette table sur qu'est-ce qui conditionne le passage de l'un à l'autre ou pas de passage. Alors, n'attendez pas de nous des solutions miracles, vous savez très bien qu'elles n'existent pas. En revanche, ça sera à travers les discussions qu'on s'enrichira. En aucun cas, on ne traitera, on ne jugera, on n'attaquera aucun sport, on ne stigmatisera aucune personne ni aucun dispositif. On veut se tenir en dehors de ces problématiques-là et on veut se focaliser sur ce passage, vous l'avez bien compris, entre l'exigence et la maltraitance, sur ce fil. Pour communiquer avec nous, vous êtes obligatoirement et nécessairement obligé d'utiliser le chat que vous avez dans votre écran et les questions nous seront redonnées presque immédiatement. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Au fur et à mesure, on y répondra via le chat. Et pour commencer, nous allons donner la parole à Philippe qui va nous donner la définition déjà de la maltraitance. Bonsoir, donc moi je suis Philippe Salas, psychologue au CREPS. Avec ma collègue Séverine Mousson, on coordonne l'ensemble des suivis de tous les jeunes du CREPS. Et dans notre fonction, on a à travailler à faire de la prévention des risques, notamment la prévention de la maltraitance. Donc on est obligé de partir d'une définition qui nous donne un cadre, même si cette définition, on va le voir très vite, et après on en débattra tous ensemble, ne permet pas de répondre à ce qui se passe dans le milieu du sport. Alors, cette définition est la suivante. La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Alors, cette définition-là de ce qu'est la maltraitance, elle date de 2022. Elle concerne la protection de l'enfance et de l'adolescence. Quand on réfléchit à ce qu'elle contient,
on va s'apercevoir que dans beaucoup de situations, on pourrait être considéré comme maltraitant, alors qu'en fait, les entraîneurs, dans leur grande majorité, visent l'exigence et non pas la maltraitance. Alors, je donne deux exemples avant de laisser la parole à mes collègues. Quand un entraîneur, il encourage son sportif, des fois, il va l'encourager un peu fort, voire même il va l'engueuler. Selon comment c'est vécu par le sportif, ça peut être considéré comme une maltraitance, car c'est une humiliation. Quand on pousse un sportif, donc quand les entraîneurs demandent à un sportif d'aller s'entraîner, notamment dans les sports de face à face, avec où il y a du physique, quand ils poussent leurs sportifs à aller s'entraîner avec des gens d'un autre gabarit, on peut voir ça dans le hand, dans le basket, dans le rugby ou le foot, forcément, ils ne seront pas d'un même niveau physique, donc ils risquent d'être maltraités physiquement, et ils risquent là encore de subir des humiliations, car pensant être forcément pas au niveau par rapport aux autres. Tout ça, c'est des situations courantes de la vie des entraîneurs, des psys aussi, quand on encourage certains sportifs à aller puiser des ressources dans la difficulté. Donc tout ça, ce sont des situations, il va y en avoir beaucoup d'autres, on va en discuter, hein, où quand on essaie de border où est l'exigence par rapport à la maltraitance, on voit qu'on a beaucoup de difficultés, et cette définition ne permet pas de répondre justement. Hein. Le sport a ses codes, hein, et il est parfois à la limite. Hein. Voilà, je laisse la parole à mes collègues pour qu'on puisse débattre de tout ça. Jocelyn? Oui, bonsoir à tous. Moi, je suis Jocelyn Trion, cadre technique à la Fédération française de volleyball et entraîneur au Pôle France garçons à Montpellier, ainsi que des équipes nationales. Merci Philippe pour cette définition de la maltraitance selon la loi. Et la façon dont tu l'évoques, ou la loi l'évoque, ça résonne en moi et ça me questionne immédiatement sur ma posture, moi, en tant qu'entraîneur, vis-à-vis de mes athlètes. Quelle relation j'établis avec eux, et puis dans ma pratique d'entraîneur, quel sens je donne à mon action par rapport aux différents publics auxquels je suis confronté. Et c'est cette notion de décalage optimal à avoir en permanence avec eux pour essayer de dans le ton juste en fonction de leurs objectifs et des objectifs qu'on s'est fixés. Et c'est bien cette construction, cette co-construction qu'on peut établir avec eux qui va nous positionner vis-à-vis d'eux dans notre attitude. Et c'est cette attitude-là qui va pouvoir être considérée comme étant exigeante et au-delà de la frontière par certains comme maltraitante. Bonjour, donc Raphaël Raymond, je suis directeur du Pôle France de sauvetage à Montpellier et je suis en charge de la préparation olympique de Margot Fabre en natation. Pour moi, quand j'entends maltraitance, vraiment, je fais la différence entre la maltraitance physique, qui peut être des fois très compliquée à aborder, puisque nous, on est dans un sport où on fait 30 heures d'activité physique dans la semaine, et très souvent, c'est la blessure qui fait qu'on se dit on a été peut-être un peu trop loin. Donc c'est là où je différencie vraiment avec la maltraitance psychologique, où là, je ne vois pas de raison au sport de haut niveau, à l'exigence du haut niveau, d'en arriver à ce point-là. C'est-à-dire que je n'arrive pas à concevoir qu'un entraîneur puisse humilier, puisse descendre mentalement un athlète, puisque de toute façon, ça va contre la performance. Donc, je différencie vraiment les deux, et souvent, nous, dans notre sport, la maltraitance physique, on est quand même voilà, on est sur borderline, quoi. Bruno, tu veux prendre Oui, bonsoir à tous. Bruno Gagère, je suis entraîneur national d'athlétisme sur le pôle France de Montpellier. Pour moi, l'exigence et la maltraitance, il peut y avoir vraiment une rupture entre exigence, avec l'exigence et le niveau demandé, les aspirations de l'athlète qu'on a face à soi. J'ai eu des jeunes à entraîner où là, mes exigences étaient au niveau des jeunes qui venaient pour le loisir. J'ai commencé comme ça. Et puis après, sur le très haut niveau, l'exigence de l'athlète va aussi demander l'exigence chez l'entraîneur.
Il va chercher un entraîneur exigeant. Il va venir le rechercher. Donc, je pense que c'est plutôt s'adapter à l'aspiration qu'on a devant nous, ne pas se tromper, ne pas vouloir faire du haut niveau à quelqu'un qui n'est pas venu pour ça, et vice-versa, quelqu'un qui vient pour faire du haut niveau, mais qui ne veut pas finalement en faire, c'est laisser cette possibilité, ce qui nous permettra d'avoir toujours de la bienveillance et d'éviter un contact, comment dire, d'humiliation, que c'est carrément impensable, quoi. Mais l'exigence dans des sports comme ceux que j'encadre, où on va très très loin dans la fatigue, jusqu'à l'épuisement parfois, il faut qu'il soit consenti. C'est-à-dire que c'est l'athlète qui vient rechercher la performance et qui va accepter d'aller loin dans la fatigue physique et qui va le demander à l'entraîneur. Après, la posture va être importante dans cet accompagnement, voilà, mais je pense qu'il y a souvent, parfois en tout cas, un décalage entre l'exigence qui n'est pas adaptée à l'aspiration du sportif qui est face à nous. Et peut-être qu'il y a des entraîneurs à chaque niveau d'aspiration, il faut former un cadre à certains niveaux d'aspiration. Voilà. Donc, si on a bien compris, donc, tu parles de la motivation, de l'investissement par rapport au niveau auquel il voudrait accéder. Et est-ce que... S'il y a un projet partagé, oui, c'est-à-dire que l'athlète vient avec un projet et qu'il le partage avec le coach, l'exigence ne frôlera pas la maltraitance, pour moi. ok. Notre, Non, mais je voulais réagir par rapport à Jocelyn et Bruno justement sur ce décalage entre on va dire l'objectif que vise un athlète et celui que se donne un entraîneur. J'étais aussi Bertrand Malsin, ex-entraîneur national d'épreuves combinées, entraîneur au Pôle France de Montpellier, maintenant responsable de la cellule d'optimisation de la performance à la Fédé d'athlètes. Donc voilà, je garde encore une petite casquette d'entraîneur. Mais ce que j'ai, voilà, la prise de recul, c'est quand on crée des groupes et surtout en Pôle France, il y a des groupes très très variés entre des athlètes qui jouent des médailles internationales, médailles mondiales, d'autres athlètes qui sont dans l'accession au niveau ou d'un niveau intermédiaire. Et je pense que c'est dans ce fonctionnement-là où il peut y avoir des dépassements parce que l'entraîneur a tendance aussi à pousser l'exigence au niveau des athlètes phares de son groupe et les autres suivent. Et c'est peut-être que là aussi se crée des décalages. Donc, vraiment dans la construction d'un groupe, ça peut être là où on peut vraiment mettre des bases et ne pas déborder en tout cas et mettre des athlètes en difficulté. Donc j'en ai pris conscience à un moment et c'est vrai que j'avais cette vigilance au fur et à mesure de ma carrière. Eric? Oui, ben moi, Eric Egroto, donc entraîneur à la Fédé française de tir, et je rejoins Bruno un petit peu sur l'importance d'avoir une motivation claire par rapport aux athlètes qu'on entraîne et aussi une définition d'objectifs importante, enfin définie de façon très claire pour que cette combinaison puisse fonctionner. Si les objectifs sont pas bien définis et que la motivation est pas claire, on peut vite basculer dans une exigence qui est trop importante et qui peut être vécue comme de la maltraitance par l'athlète. Alors nous, on est un sport où il n'y a pas de confrontation, on n'est pas dominant physique, mais malgré tout, notamment au pistolet, tenir un pistolet à bras francs longtemps, ça peut être fatigant. Et il y a des athlètes qui vivent des sessions, par exemple, si on fait une session d'entraînement de 130 coups, elle peut être vécue de façon très différente d'un athlète à un autre. Pour certains, ça va passer comme une session tout à fait normale. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui est mal vécu, où on a l'impression que l'entraîneur m'a poussé trop loin dans mes retranchements. Donc, c'est cette motivation et ces objectifs, pour moi, c'est un élément important sur la façon d'appréhender cette bascule, cette frontière un peu floue qu'il peut y avoir à certains moments entre l'exigence et la maltraitance. Donc, pardon, Julie Jean, psychologue. Par exemple, là, Eric, dans ce que tu expliques, bon, on sent que tu as un bon contrôle par rapport à ton athlète, on va dire. Par exemple, Jocelyn, qui est en situation collective avec des jeunes quand même, comment toi, tu régules cette question-là de l'exigence et de la limite, alors que c'est un collectif et qu'il y a des capacités, des motivations qui sont très, très différentes?
Alors, effectivement, c'est un sport collectif. Moi, je rejoins par contre complètement ce qu'ont dit tous les collègues de sport individuel autour de la notion de projet de l'athlète et d'objectifs qu'on va co-construire avec eux. C'est à partir de là qu'on va pouvoir ensuite être dans une intervention plus fine. Et je rejoins aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est cette notion de décalage entre les athlètes, parce que nous, on a des athlètes les plus jeunes ont 16 ans, les plus vieux ont 21 ans. Donc, 4 années, ça peut être énorme à cet âge-là chez les garçons. Et notre capacité à gérer qui est face à qui et combien de temps, c'est important pour justement ne pas tomber dans la stigmatisation d'un athlète qui y arriverait un petit peu moins. Et c'est vrai que nous, l'écueil est souvent dans les phases d'opposition, où quand il y a des trop grands décalages entre les athlètes, de trouver des artifices qui vont réguler ce niveau-là de manière à ce que chacun puisse trouver à manger, puisque nous, l'avantage que l'on a dans nos pôles, c'est quand même déjà des gens qui aspirent à aller vers le haut niveau. Alors, ils ne sont peut-être pas tous au même niveau dans leur chemin qui les emmène vers le très haut niveau, mais ils ont déjà cette aspiration-là. On sent qu'ils ont déjà fait plus ou moins ce choix-là. Alors, quand je dis plus ou moins, c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que parfois, nous, on a des athlètes on a beaucoup de fils d'eux au volet. Donc, eux sont souvent nés avec un ballon dans les mains, ont cette envie depuis le début parce que leurs parents ont des fois été athlètes de très haut niveau et ça coule de source. Et on a aussi des athlètes qu'on va détecter qui ne sont pas du tout dans une famille de sportifs de très haut niveau et qui découvrent. Et par le biais d'opportunités, parce qu'ils ont été détectés, parce qu'ils font des premiers stages, parce qu'ils ont des qualités et on perçoit des choses de très haut niveau chez eux, on vient les sélectionner dans les pôles espoirs, dans les pôles France. Et pour eux, le projet, il n'est pas complètement défini encore. Et ils découvrent totalement les choses. Et là, on voit encore dans une autre forme de décalage sur laquelle il faut faire aussi très attention. Donc, je réinsiste sur ce que disait tout à l'heure Bruno, c'est la notion de projet individuel. Et nous, c'est la gestion de ce projet individuel-là au sein d'un collectif sur lequel il faut être vigilant. Elle est là toute la difficulté, c'est que pour être clair dans son projet, il faut déjà un certain niveau de maturité, un certain niveau de pratique. Donc, ce que disent les collègues entraîneurs, là, quand vous avez affaire à des sportifs confirmés de niveau international, voire des sportifs professionnels, eux, vous êtes sûr qu'ils savent ce qu'ils veulent. Par contre, quand on a des sportifs en formation, qui sont dans des filières d'accès au niveau, mais qui s'entraînent déjà énormément et très durement, même peut-être des fois autant que des gens qui sont au très haut niveau, là c'est compliqué parce que eux ils ne savent pas vraiment, et on le voit au Krebs, quel est leur projet, c'est un petit peu vague. Hein, souvent ils disent quoi? Oui, je veux gagner une médaille, oui, je veux devenir professionnel. Mais ça c'est vague parce que c'est parfois de longues années devant eux, ce qui fait que euh, enfin, beaucoup de sportifs, quand on leur demande ce qu'ils veulent vraiment, ils ne savent pas vraiment répondre à ça. Et pour autant, vous, dans votre boulot d'entraîneur, vous êtes bien obligé d'être exigeant, de les faire travailler d'une manière ou d'une autre. Et là, il me semble qu'il y a ce flou chez les athlètes qui va provoquer aussi, ou qui peut provoquer un flou chez vous, qui vous met dans un certain inconfort, d'où une certaine incompréhension qu'il peut y avoir entre les sportifs et les entraîneurs. Pour compléter, c'est d'autant plus marquant dans les sports à maturité précoce, où on est sur des hautes quantités de pratiques très jeunes. Donc ça démultiplie cette difficulté-là. Et on peut dire que ça démultiplie la difficulté pour l'entraîneur totalement, puisqu'il est obligé très tôt d'engager un niveau de pratique très exigeant pour des personnes chez qui la motivation n'est forcément pas constituée encore. C'est beaucoup trop tôt. Donc voilà, c'est très complexe. Beaucoup de sportifs portent le projet des parents. Et donc, eux se vivent comme motivés, ils se pensent motivés. D'ailleurs, on voit quand arrivent les premiers émois amoureux, là, hein, qui commencent à être titillés par d'autres choses que leur sport, bien souvent, là, ça commence à donner quelques indications pour certains de là où est leur motivation. Et c'est bien normal. Hein. Et bien souvent, là, il y a des conflits qui peuvent arriver avec les parents, puisqu'il y a des jeunes qui ne veulent plus porter le désir des parents. Hein. Alors là, ils y voient un petit peu plus clair. Hein, mais dans tous les cas, beaucoup de sportifs ne sont pas au clair avec leur projet. Ce que tu disais, Julie, c'est vrai. On prend des sports comme la GR, où là, c'est carrément des enfants. Là, ils sont complètement dans le désir des parents. Et d'ailleurs, on voit, hein, au Krebs, on travaille beaucoup avec les parents, on est obligé, hein, puisqu'il y a des parents qui poussent leur enfant,
même quand leur enfant est à la limite de la blessure. Il faut toujours en faire plus. Donc le projet est acquis là aux parents, aux sportifs, on ne sait pas trop. Et des fois aussi inversement, les parents qui ne sont pas dans le milieu disent mais vous maltraitez mon enfant parce qu'ils ne se rendent pas compte des codes, ils ne connaissent pas l'activité, alors que l'entraîneur il est loin de la maltraitance. Mais il y a aussi un travail à faire auprès des parents pour les éduquer par rapport à ça. La scène. Justement, on a une question à ce sujet, disant quelle posture en tant que parent on peut avoir ou doit avoir face à la maltraitance de leur enfant à l'entraînement et en compétition. Donc voilà, l'utilisation du chat. Hein, on a des questions, on y répond. Merci pour la question. Qui veut répondre? Donc on vient d'en parler, hein, des parents, mais tu disais que tu traitais avec les parents. La question, comme elle est posée, déjà, le parent qui pose la question semble penser que son enfant est maltraité. Est-ce le cas? Peut-être à ses yeux. Est-ce que l'enfant, lui, dans son vécu, il le vit comme une maltraitance? Après, au-delà du vécu de l'enfant, il faut les écouter, les enfants et les ados, mais ça a quand même une limite, puisque des fois, les ados, ils peuvent penser que tout va bien et c'est bien ce qu'ils vivent. Et puis, en tant que parent ou entraîneur, qui a un œil quand même qui se veut protecteur, peut penser que c'est trop. Donc, moi, je dirais à ce parent, mais posez la question à votre enfant, comment vous pensez que votre enfant vit ce que l'entraîneur lui impose. Puis après, posez-vous la question, qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez voir comment les choses elles peuvent être combinées ou pas. Après, il y a aussi quand même des repères physiques, de santé à avoir. Hein, si l'enfant il est tout le temps blessé, si l'enfant il se plaint de douleur, si l'enfant il a du mal à trouver le sommeil, c'est que peut-être il s'entraîne trop tard le soir ou qu'il est en surentraînement. Il y a quand même des repères physiques comme ça qui peuvent donner quelques indications. Là, il y avait une question qui avait été posée à l'inscription. Quels sont les signes à prendre en compte pour repérer chez un sportif une réelle souffrance? C'est Céline, hein, qui posait cette question, qui rejoint un peu, hein, cette idée-là de comment on peut percevoir quels sont les signes qui sont apparents. Il y a aussi Marie-Hélène qui parlait de critères à prendre en compte pour sécuriser. Donc, dans vos disciplines, est-ce qu'il y a des choses qui sont des indicateurs important ou pas pour vous? Je vais reprendre la parole. C'est évidemment la connaissance de nos athlètes. C'est établir avec eux un échange de confiance qui nous permet de percevoir quand il y a des changements, des infimes signaux à l'entraînement sur des changements d'attitude. Alors toi, tout à l'heure, Philippe, tu as évoqué différents signaux autour du sommeil, des pleurs, peut-être aussi autour de l'alimentation. Il peut y avoir aussi des choses autour de ça, avoir des changements. Nous, on observe quand même, on essaie d'observer des changements de comportement à l'entraînement qui nous semblent être un peu bizarres. Et puis, on instaure aussi beaucoup de moments où on va échanger avec eux, alors soit sur des choses qui sont assez formelles, des entretiens assez réguliers pour se fixer des objectifs, pour préparer les sorties, etc., vers le monde professionnel, mais aussi tous les moments qui sont informels quand on est sur les déplacements, pour essayer de percevoir. Bon, il y a encore hier des athlètes qui parlaient de problèmes familiaux, de décès de grands-parents, etc., qui peuvent à un moment donné expliquer quelque chose. Donc là, on doit aussi les accompagner. Nous, ce sont des athlètes qui sont en internat. Pour certains, ils viennent de loin. On a des athlètes qui viennent des dom-toms. Donc, on doit avoir cette vigilance permanente sur ces changements de comportement au quotidien. Ça, c'est quelque chose sur lequel on doit faire attention, quoi. On peut qualifier ça de signaux faibles sans que ça soit des symptômes importants, des signaux faibles, comme tu dis. Oui, Eric? Et juste une question pour compléter. Est-ce qu'on peut se poser la question, et là je m'adresse un peu à tout le monde, est-ce que le niveau de performance peut être un critère aussi qui définit ça ou pas? C'est une question un peu à double tranchant, mais qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Mais moi, justement, c'est ce que j'allais dire. Un signe assez rapide, c'est que si le niveau de performance à l'entraînement, alors que la complication est la même que d'habitude, c'est sûrement tu as été un peu trop loin physiquement sur ce que tu lui demandes, puisqu'il ne répond plus. Donc s'il ne répond plus, c'est que peut-être que tu as franchi la limite. Et puis voilà, comme tu disais, c'est surtout l'épanouissement de l'athlète qui arrive le matin. Nous, on s'entraîne à 6 heures. Si à 6 heures, tous les matins, il tire la tronche, c'est vrai que c'est compliqué.
de se dire on va continuer tous les matins, et je veux que tu sois là, et ben, il va falloir qu'il y ait une discussion, et peut-être que nous, justement, à ce moment-là, on doit faire un pas vers lui et plutôt réfléchir à est-ce que ce que je mets en place, ça lui convient à lui ou pas. Voilà, donc, euh, la première chose, c'est les échanges, quoi. Les échanges réguliers, quoi. Je voulais rajouter dans les critères la peur et l'anxiété, puisqu'on a déjà bien listé beaucoup de choses, mais la peur et l'anxiété, c'est aussi très important. Quand un jeune athlète exprime une crainte, même s'il fait de la gymnastique et des acrobaties très complexes, mais si à un moment, ça devient, il y a vraiment une peur qui se cristallise là-dessus, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui dysfonctionne. Parce que ça veut dire que l'exigence n'est pas positionnée au bon niveau a priori. Bertrand? Oui, il y avait une question d'Isabelle Champalou qui faisait un peu du lien avec les propos de Raphaël. Est-ce que le burn-out est toujours lié à la maltraitance? Donc, en tout cas, ça amenait de façon assez large. Qui veut répondre? Oui, Bruno? Qui répond? Qui répond? Par rapport à la question Sur précise sur le burn-out? Ouais. Vas-y, Bruno. Tu veux y aller? Vas-y, Bruno. Bon, le burn-out, on en voit de plus en plus. Et je pense que c'est pas du surentraînement, c'est pas une fatigue forcément physique, une usure physique. Je pense que le burn-out, c'est un ras-le-bol des contraintes imposées forcément par l'entraîneur, mais aussi imposées par l'exigence du niveau où il veut accéder. Donc, c'est des fois une cassure entre ce qu'il voudrait faire, mais le chemin à parcourir est trop dur. Et là, il y a un burn-out. Alors, je pense qu'on peut très bien réussir des fois en corrigeant le tir et en ayant moins d'exigence, on aura aussi de la performance. Mais on est dans un conflit toujours entre l'exigence de la performance recherchée et une capacité à sacrifier beaucoup de choses de son organisation de vie, de son âge, quoi. Enfin, je veux dire, un jeune qui fait du sport, qui s'engage vers du haut niveau, on va dire, même jeune, il va mettre beaucoup de choses sous les teignoirs. Parfois même les amoureux. Hein, mais il y a des choses qu'il va être obligé de faire. Mais sans que le coach lui demande. Hein. Je pense que c'est des contraintes qui vont arriver. Voilà, le coach, il peut très bien être bienveillant et il y a quand même un burn-out. Le facteur de risque là-dessus, hein, sur le burn-out, c'est les traits de personnalité, en particulier le perfectionnisme nocif, et non pas les conditions d'entraînement. Hein. Quand on cherche les corrélations, les conditions d'entraînement ne sont pas en lien avec le développement d'un burn-out. Tout à l'heure, on parlait de signaux aussi. Nous, les entraîneurs, on doit aussi faire, pour moi, énormément attention au contexte. Le contexte de saison, le contexte du calendrier. C'est-à-dire qu'il y a des passages par moment qui sont compliqués pour les jeunes. C'est des moments de sélection pour accéder, par exemple, à ne serait-ce qu'une sélection départementale. On sait qu'il peut y avoir une date fatidique au-delà de laquelle je vais être sélectionné. Donc, tout ce qui va précéder, parfois, c'est peut-être difficile à vivre. Et ça, on l'a à plein de moments dans les étapes de la formation. Nous, on les a évidemment sur les moments de sélection au Pôle France, mais après, ce sont les moments de sélection dans les équipes nationales. Et puis après, c'est les moments pour choisir la suite de sa carrière. Et tout ça, on sent qu'à un moment donné, il y a dans la saison, et c'est assez récurrent d'une saison sur l'autre, c'est pour ça que j'insiste dessus, c'est qu'il y a des moments dans la saison où on sait, tiens, là, on trouve que le groupe, il réagit un petit peu comme ça. Ouais. Il y a les agents qui commencent un petit peu à être là, et puis c'est le moment du choix pour l'après. Et ça peut être aussi un petit peu compliqué, et d'avoir cette vigilance, mais encore une fois, d'aide à la construction, c'est quelque chose qui me semble important. Je voudrais aborder un champ qui a déjà été survolé, mais c'est Hervé et les deux Florian qui posent la question. C'est par rapport à, on sait que pour faire du très haut niveau, il faut déstabiliser l'homéostasie. Il faut, comme on dit, rentrer dedans. Des fois, pour deux sportifs, ce qu'on va consigner pour l'un sera très acceptable et pas acceptable pour l'autre. Et les questions tournent autour du fait que
il y a un entraîneur de voile qui fait naviguer l'hiver, il fait froid, ou de canoë sous la bise. Et comment faites-vous euh, rendre acceptable, hein, le fait que des fois, il faut souffrir pour s'entraîner? Comment vous jouez avec, alors c'est de la persuasion, c'est de la motivation, motivation finale, motivation instrumentale. Comment faites-vous pour faire face il faut y aller, les gars? Donner du sens. Ouais, faut qu'on sache pourquoi on le fait. Quand on sait que pour aller à très haut niveau, tu l'as dit tout à l'heure, faut s'entraîner dur, 30 heures par semaine. À la piscine, c'est compter les carreaux, comme on dit. Il y a la notion de chrono, donc il y a une pression qui est assez forte, mais cette pression, elle est supportable à partir du moment où ça a du sens ça a du sens pour l'athlète. Et on sait très bien que nous, les entraîneurs, on cherche souvent à les faire sortir de leur zone de confort. Ça aussi, c'est un mot fort sur lequel on insiste beaucoup. Toi, tu parlais d'homéostasie. C'est ce que j'évoquais au tout début quand je parlais de décalage optimal, d'être toujours un tout petit peu plus dur, mais pas trop, parce qu'autrement, c'est démotivant. Et puis, pas trop facile, sinon, c'est pas la peine de se concentrer, quoi. Bruno, et après on posera s'il y a une question. Oui, je pense que l'histoire de rentrer dedans, moi j'ai eu plusieurs périodes dans ma carrière et je pense que je suis revenu vers quelque chose de très progressif pour éviter que ça soit trop violent et qu'il y ait une adaptation progressive à des charges de travail, à des exercices très difficiles. Tout est amené progressivement et pour éviter un choc qui peut se faire des fois sur une séance. Je pense que tout peut se déclencher sur une journée où il y a un conflit qui se crée parce que l'exercice était trop difficile. Mais nous, on fait des erreurs, hein, c'est forcé. Donc, il faut tout de suite prendre une posture inversée. Mais je pense aussi que par exemple, aller dans le froid, voilà, on sait pourquoi on y va, et aussi le coach, il y va aussi. Ça, c'est très important. Et il faut qu'il y ait aussi de la bonne humeur. C'est-à-dire que moi, ma devise, c'est travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Il faut qu'il y ait de la joie, il y ait de la bienveillance. Dans ces moments-là, il faut qu'il y ait quelque chose de joyeux aussi. Alors, des fois, je peux paraître un peu bisounours, mais j'ai l'impression que la joie dans ces moments-là, ça construit des fois des grands souvenirs. J'ai été avec des athlètes en vélo une fois sous une pluie battante, mais battante, hein. Mais ils étaient couverts de boue, on se reconnaissait à peine, quoi. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé, quoi. C'était un moment inoubliable pour moi et pour eux. Ouais, juste pour compléter, je donnerai la parole à Eric et ensuite à Bertrand. Le côté ludique, moi j'essayais d'instiller à chaque séance un côté ludique, notamment quand on navigue la nuit avec des projecteurs et qu'il fait froid, la bienveillance, vivre des choses et toujours un petit exercice ludique qui leur fait se décentrer du vent et du froid. Eric et ensuite Bertrand. Oui, très rapidement, moi je voulais juste confirmer ça en fait, c'est-à-dire que je pense que pour beaucoup de gens, l'exigence et la bienveillance ne vont pas forcément ensemble, alors qu'en fait ça peut être tout à fait compatible et que ça passe, enfin ça me semble primordial en effet, tu peux pousser tes athlètes et le faire avec bienveillance et notamment s'il y a une bonne communication en amont qui permet d'expliquer pourquoi on fait les choses, quoi. Et je pense que dans beaucoup de cas, c'est ce manque de communication et d'explication qui peut amener à vivre les choses comme de la maltraitance. On donne la parole à... Il y a une question de Fabien on a entendu parler de symptômes, on va dire, qui permettent de déceler ça chez les athlètes, mais est-ce qu'on a des éléments qui nous permettent de nous rendre compte s'il y a un entraîneur, un collègue à nous est sujet à cette maltraitance auprès des sportifs qu'on peut accompagner dans un pôle, dans un club? Donc c'est cette question autour des éléments qui nous permettent de repérer un excès entre l'exigence et la maltraitance. Je reviens sur ma question de tout à l'heure sur le niveau de performance. Raphaël, tu disais qu'en effet, quand le niveau baissait, ça pouvait être un indicateur comme quoi on était peut-être allé trop loin. Je pense que malheureusement, il doit y avoir plein d'exemples. Il peut y avoir des cas où il y a de la maltraitance et où malgré tout le niveau de performance reste élevé. Et là, ça devient compliqué parce que c'est du coup pas forcément un critère qu'on peut prendre en compte à 100% à tous les coups.
OK, pour répondre à la question. Pour répondre à la question de Bertrand, je trouve en tant qu'entraîneur, je dirais même en tant qu'éducateur avant d'être entraîneur, parce qu'il y a quand même cette notion-là, et pour moi, elle est fondamentale. Pour répondre à ta question, il y a cette notion de être capable de s'évaluer, donc s'auto-évaluer dans sa pratique en tant qu'entraîneur, mais c'est aussi peut-être se faire évaluer par quelqu'un d'autre et d'avoir cette capacité aussi en tant que coach d'avoir des collègues qui viennent nous voir travailler et de débriefer avec eux. Je trouve que là-dessus, les fédérations, les clubs, et même nous, les coachs, des fois, c'est pas facile parce que on peut se retrouver tout nu face à un collègue et puis on vient se faire observer et puis c'est jamais forcément évident. Mais je trouve que c'est faire preuve de bonne santé dans son activité que d'accepter ces formes d'évaluation-là, parce que c'est aussi par ces moments-là de discussion et d'échange et de débriefing ou de feedback entre collègues qu'on va être capable de dire ah ouais, là, je suis un petit peu trop loin avec mon groupe. Parce que quand on est né dans le guidon, parfois, parce qu'on a des compétitions, parce qu'il y a aussi un peu de pression autour des coachs, on ne se rend pas forcément compte que là, le groupe ne réagit pas bien ou que les athlètes ne réagissent pas bien. Donc, être capable de se faire évaluer, de se faire tutorer, c'est aussi faire, pour moi, c'est une preuve de bonne santé pour un coach. Il y a Cédric qui avait posé la question par écrit et qui parlait bien sûr aussi de cette possibilité qu'ont les entraîneurs de se faire superviser, mais c'est une supervision bienveillante, bien entendu. Et en plus de ça, ça permet aussi de discussion sur l'entraînement, sur la technique, et on a tout intérêt à travailler en collaboration et en supervision, hein, mais voilà, ça ne va pas. Alors, euh, après, on rebondit sur ce qu'on vient de dire et après on pose la question, on ouvrira la question. Très rapidement, pour ceux qui auraient du mal à envisager de se faire superviser par quelqu'un d'autre, un collègue, etc., tout simplement se filmer. Bon, ça, on peut le faire tout seul. On peut se rendre compte de beaucoup de choses, du fait qu'on parle trop, qu'on donne trop d'indications, qu'on est peut-être un peu trop arche, enfin, c'est l'anglais, un peu, qu'on pousse un peu trop. Et ça, on peut le faire tout seul. Si on a un problème, si un coach a un problème pour partager ça avec un collègue. Mmh. Après, pour répondre aussi à Bertrand à la question, ici, autour de là des micros, il n'y a que des entraîneurs de structures de très haut niveau, d'un certain âge, avec une certaine expérience, donc des gens qui se posent des questions, des gens bienveillants. Je trouve, enfin, moi j'en rencontre régulièrement, des entraîneurs d'un niveau un peu moindre, qui ont moins cette capacité à se remettre en cause, qui parlent bien souvent très mal aux sportifs, pris dans la croyance que si je leur parle mal, dur, ça va les endurcir, pris dans la croyance, comme on entend dans d'autres milieux, il faut souffrir pour être belle, ben là, il faut souffrir pour être fort. Cette croyance dans le milieu du sport, beaucoup d'entraîneurs la prennent au premier degré, et du coup, ils légitiment leur attitude, et pour eux, c'est tout à fait normal. Et c'est même des attitudes éducatives. Alors que Raphaël, tu l'as dit tout à l'heure, hein, de parler comme un chien à quelqu'un, je ne vois pas en quoi ça va lui permettre de progresser. Je ne vois pas, à être performant. Par contre, ça a été dit aussi, enfin, avec d'autres mots, on peut être en effet très exigeant en étant bienveillant, on peut engueuler quelqu'un avec bienveillance. Hein, ça ne se contredit pas. Je pense même parfois, certains entraîneurs, ça les rassure en se disant, en étant très dur et en criant fort, je fais bien mon travail. Ils peuvent vraiment parfois avoir cette impression-là, malheureusement. Toujours pour la même question. Ouais. Oui. C'est juste une question de posture, tu évoques tout de suite, mais je pense que nous les fédérations, parce qu'on est aussi des conseillers techniques auprès de nos fédérations, on doit mettre nos dirigeants et nos collègues devant la notion de formation autour de ça. Parce que comme tu dis, effectivement, on peut se filmer tout seul et puis ensuite débriefer, mais le regard de l'autre, on doit aussi être capable d'être formé autour de ça. Et je pense que c'est peut-être quelque chose que les fédérations, ou même dans les clubs, des clubs qui sont structurés peuvent très bien le mettre en place. C'est quelque chose, le directeur technique du club peut très bien décider d'avoir cette rotation comme ça et que les uns et les autres, on puisse se voir, quoi. Et donc ça, c'est des messages qu'il faut être capable aussi de faire passer au niveau des clubs et des fédérations. Ouais, moi, je pense que ce qui est très important, et d'ailleurs, on a travaillé ensemble avec Philippe il y a une dizaine d'années, c'est de se faire accompagner quand on est entraîneur, parce que des fois, comme tu disais, on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas bien compte dans l'état psychologique qu'on est de nous.
Et que, bien évidemment, si nous, on est presque déjà en burn-out, ça va avoir des répercussions sur nos athlètes. Donc, la première chose, je pense que pour un jeune entraîneur, c'est de se poser les bonnes questions. Et pour se poser les bonnes questions, il n'y a rien de mieux que se faire aider et d'aller voir un psy, parce que ben, ça va nous mettre face à à nos contradictions aussi. Et que je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne savent pas pourquoi, quel est le but. Voilà, je veux être champion, ça ne veut rien dire, et tout dire en même temps. Et pour qui? C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui entraînent pour leur carrière, pour leur palmarès, et ainsi de suite. Et c'est là qu'il peut y avoir des vraies dérives, parce qu'on va les tirer sur des gamins qui n'ont pas forcément demandé et qui n'ont pas forcément la motivation pour ça. Tout le monde n'a pas envie d'être champion olympique. Okay, non, mais je pense qu'on pouvait compléter sur une question d'un préparateur mental, ou en tout cas, je l'entends comme ça, et des psychologues, je pense qu'il y en a quelques-uns, en tout cas dans le webinaire. Justement, quelle est leur place, eux, s'ils ressentent de la maltraitance auprès de leur athlète, comment l'aborder avec un entraîneur, comment l'aborder avec un athlète? Donc là, ça s'adresse plutôt aux psychologues. Question des psychologues. Bon, peut-être que les psychologues peuvent répondre, puisqu'ils sont confrontés sûrement à ces problématiques. Alors, ça pose la question de qu'est-ce qu'on met derrière maltraitance, puisque si on estime être face à des maltraitances avérées de type violence psychologique, physique ou sexuelle, il y a signal sport, on fait un signalement, donc on est dans le registre de la mise en route d'un signalement. Donc, si on n'est pas dans ce cas-là, mais dans ce dont on était en train de parler actuellement, déjà, la première chose qu'on peut faire, et moi, c'est des choses que j'ai déjà faites, c'est d'aller voir l'entraîneur pour en discuter avec lui, parce que souvent derrière, il y a des questions de compétences à améliorer, de prise de conscience à avoir. Enfin, il y a des choses très constructives et très positives possibles. Donc, je trouve que c'est une démarche qui est... Enfin, voilà, moi, ça m'est arrivé de faire ça et je trouve que ça fonctionne bien. Moi, je ne fais pas comme ça, du moins pas d'emblée comme ça. Moi, quand un sportif me dit quelque chose, je mets des filtres et j'essaye de travailler avec lui le sens de ce qu'il est en train de me dire. Et c'est pas parce qu'un sportif se sent maltraité qu'il l'est. Dans le sens inverse aussi, c'est pas parce qu'il sent pas qu'il est maltraité que peut-être il l'est pas, quoi, hein. Donc c'est possible aussi. Et donc du coup, la parole des sportifs, nous les psys, on est là pour les entendre, les sportifs, mais pour essayer aussi de creuser, de voir ce qu'il y a dessous. Et quand on est sûr qu'il y a de la maltraitance, après là, aller voir l'entraîneur éventuellement, ou selon l'âge du sportif, le pousser à ce que lui, il aille voir l'entraîneur, hein, pour qu'il essaye de travailler ça avec lui en disant ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Si c'est vraiment des très jeunes sportifs, ben là, il faut aussi mettre dans la boucle les parents. Hein, mais la parole des sportifs, enfin, moi je l'écoute toute la journée, il faut faire le tri comme les paroles de tout le monde. Hein, il faut faire le tri et il faut être très prudent avec ça. Parce que là encore, si on revient à la définition initiale, on a vite fait d'être maltraitant aux yeux de la loi. Donc il faut faire attention. Et encore une fois, on est dans un milieu qui n'est pas dans le même milieu que tout le monde. Hein, c'est un milieu qui a ses codes particuliers, qui a ses habitudes, et du coup qui a ses dérives aussi. Hein, il ne faut pas tout voir comme des dérives, sûrement pas. Hein, et en même temps, ben, il y a des choses à tenir compte, parce qu'il y a des dérives qui existent aussi. Donc il faut faire attention. Hein, mais donc voilà, un filtre sur les paroles, le tri, et puis quand nécessaire, peut-être aller voir les parents, l'entraîneur, etc. Juste pour rebondir, nous, on a la chance dans nos structures d'avoir un mode de fonctionnement qui est quand même, il y a un cadre quand même, qu'on a la chance, nous, que nos athlètes puissent deux fois par an rencontrer des psychologues dans le cadre du suivi longitudinal des athlètes. Ça, tous les athlètes qui sont listés chez nous au Krebs vous voient. Et donc, c'est vrai que c'est bien parce que ça permet d'avoir une tierce personne qui n'est pas la famille, qui n'est pas les coachs, qui ne sont pas les clubs. Et c'est une solution que je trouve intéressante parce que derrière, on a des fameux signaux que vous nous renvoyez et qui nous permet à nous de réguler. Donc, c'est vrai que peut-être que le conseil qu'on peut donner, alors je ne sais pas, à votre avis aussi, vous, les collègues, les psychologues, c'est à des gens qui sont dans les clubs qui n'ont pas forcément accès à cette organisation-là, est-ce que de les inciter à dire à leur enfant
peut-être trouver une personne, cibler une personne peut-être dans le club qui pourrait être confident, parce que c'est pas forcément facile de parler non plus à ses parents, de manière à faire l'intermédiaire, de pouvoir au pire faire un signalement, mais au moins pouvoir instaurer le dialogue, de manière à ce qu'encore une fois, il y ait une compréhension dans ce que l'on fait par rapport aux objectifs et qu'il y ait du sens, la notion de sens, encore une fois, de ce que font ce qu'on va faire les athlètes. Donc, vous avez évoqué là le problème de l'éthique via la formation initiale, via la formation continue. Effectivement, si on prend à la base, et vous parlez des jeunes entraîneurs qui des fois sont vite jetés dans l'arène et par une formation qui, même s'ils sont diplômés, des fois, ces domaines-là ne sont pas assez bien présentés, assez bien travaillés. Et effectivement, les diplômes, puisqu'en France, on a la chance de ne pas pouvoir enseigner contre rémunération si on n'a pas le diplôme est la formation qui va derrière ou qui va devant est vraiment un moment où il faut faire passer ces messages-là. Et je pense que c'est nécessaire. Et comme tu le disais, que les fédérations, l'État, les formations en tiennent compte. Parce que c'est la base, hein, c'est là où ils se forment. Et bien sûr, le sportif quand il évolue. Hein. Une question? Oui, alors je me fais penser à rebondir, c'était sur le rythme de vie, justement, l'État, en tout cas, j'entendais tout le système du sport français. Est-ce que justement notre système, que ce soit les filières, que ce soit le sport à 18 heures le soir, est-ce que est-ce que cette pratique sportive, que ce soit en club ou en structure, n'est pas favorable justement à cette maltraitance? Donc c'était une question plus sur le système qui ne favorise pas cette mauvaise pratique et du coup ce décalage. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur le système? Bon, c'est vrai que presque tous autour de la table on fait partie du système. Après, mais il y a aussi des gens qui s'entraînent en club tard le soir ou qui tôt le matin, comme tu disais, à la piscine. Et ça fait partie effectivement de la zone où l'entraîneur, le sportif, sans peut-être s'en apercevoir quand il est jeune, mais subit ces choses. Comment faites-vous face quand le nageur à 6 heures, tu le vois arriver et puis c'est tous les matins, quoi. C'est quand même. Voilà, c'est là où je parlais tout à l'heure d'être vraiment vigilant à l'état de fatigue parce que il vaut mieux ne pas se lever les matins que pendant une semaine ou deux que de absolument tirer et puis quand il n'y a plus, il n'y a plus. Donc nous, la complexité en plus avec la natation, c'est qu'on a des horaires imposés. On ne peut même pas se dire on va aller, tant pis, on va aller à 14 heures, on va aller à 17 heures selon les emplois du temps. Nous, on a des créneaux qui sont fixes et on ne peut pas y déroger. Donc, ça peut poser des problèmes avec la charge scolaire. Et c'est à nous, tant pis, peut-être d'enlever des séances qui, dans l'absolu, on aurait voulu mettre mais qui ne sont pas faisables en fait, qui sont juste trop durs, trop difficiles. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut qu'on soit très très vigilant. Même si le système français n'est pas toujours protecteur, il se veut protecteur. Par exemple, quand on est dans des filières d'accès au niveau, pour les jeunes, il y a le double projet qui est obligatoire. Donc les jeunes sont dans l'obligation de faire des études. Ce double projet, il est là pour les protéger, puisqu'on sait bien qu'il y a plein de gens qui ne vont pas réussir. Donc ça c'est de la protection. Après, est-ce que c'est tout le temps protecteur? Ben non, on voit bien que non. L'exemple que tu donnes, c'est aussi parce que, alors là, tu disais les horaires sont imposés, mais c'est aussi parce que les jeunes doivent aller à l'école, bien souvent ils vont nager avant l'école. Hein, et donc, comme ils ont l'école aussi, ils vont des fois s'entraîner après l'école, donc ils vont finir tard. Quand on finit tard, on sait bien que ça entraîne des troubles du sommeil, hein, puisque le corps reste chaud un certain temps. Hein, et donc, ça, en cascade, après, ça entraîne ça a des conséquences sur la santé. Donc, il n'y a pas de système qui est parfait. Hein, et puis après, il ne faut pas perdre de vue que... Enfin, on dit ça depuis tout à l'heure d'une certaine manière. Hein, le sport de haut niveau ou le sport intensif, mais c'est traumatisant pour l'organisme au niveau physique, au niveau psychologique.
Et pour être dans l'excellence, et bien souvent, ça passe par ça. Donc, n'importe quel système, d'une manière ou d'une autre, peut créer des dégâts chez des sportifs. Moi, je vais rebondir juste sur ce que tu dis. C'est vrai que nous, on a l'habitude d'avoir fait l'expression, c'est le haut niveau, c'est le chaos. C'est aussi la capacité au milieu de ce chaos pour l'athlète d'être capable de s'en sortir. Donc notre formation, ça va être de les emmener à pouvoir s'en sortir dans quelque chose qui est chaotique. Donc c'est un peu paradoxal avec notre système qui semble être très carré, avec l'école, avec tout ça, etc. Mais c'est sûr que il faut avoir cette vigilance-là. Et je rejoins complètement ce que tu disais, c'est nous, en tant qu'entraîneurs, par moment, être capable de dire, OK, aujourd'hui, non, mais c'est bon, rentrez chez vous ou allez faire autre chose, offrez-vous un moment de respiration, coupons de manière à pouvoir voir autre chose. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est important dans le cadre de notre organisation, et c'est encore le cas ici à Montpellier, les jeunes vont dans un lycée à l'extérieur du CREPS. Et moi, je trouve que c'est important parce que ça leur permet de rencontrer d'autres personnes et de ne pas être que le nez dans le guidon. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'apprentissage à distance pour permettre de mieux gérer justement notre temps parce qu'on n'en a jamais assez, nous les entraîneurs. Mais il faut avoir cette vigilance-là et parfois, couper une journée, couper plusieurs jours, c'est bénéfique et on en retire les fruits quelques semaines après, quoi. Oui, je voulais rebondir. On entend beaucoup la notion de surentraînement. En tout cas, c'est cette limite entre l'exigence et la maltraitance sur cette gestion de la surentraînement. Et Arnaud pose la question, est-ce qu'il existe des outils, des applications sur cette gestion, cette capacité à suivre cette performance ou suivre cet état de forme qui permettrait de déceler si on dépasse la limite? Oui, alors, oui. Oui, il y a déjà des questionnaires et beaucoup d'athlètes actuellement en bénéficient dans le cadre de l'accompagnement pour les JO, hein, des questionnaires quotidiens qui permettent d'avoir des éléments de santé, de bien-être, hein, et qui sont très utiles dans la détection. Ça existe complètement. Mais enfin, de mon point de vue, si je puis me permettre, ça ne remplacera pas ce dont parle Jocelyn dans l'acuité qu'a l'entraîneur sur ces questions-là, qui est bien plus puissante. Les questionnaires sont que des outils finalement. Nous, on les utilise au quotidien pour répondre à des questions. Est-ce que tu as bien dormi où est-ce que tu as mal, le stress, etc. Donc tous les jours, on a un petit indicateur et on essaye sur une semaine, une moyenne lissée sur la semaine, donc glissant, pour voir si tous les jours, ils sont au-dessus ou en dessous de cette fameuse moyenne. Mais ça reste encore une fois un outil qui nous donne une information, mais l'œil, l'expérience, je disais tout à l'heure, on fait tous des erreurs, on apprend tous les jours. Voilà, ça reste quand même important. J'ai eu l'occasion de visiter un club professionnel dans le foot, sans après forcément citer. Et justement, ils sont revenus en arrière aussi. Ils utilisaient beaucoup de questionnaires et après, ils allaient poser des questions. Maintenant, c'est inversement. C'est poser des questions aux athlètes et s'ils sentent qu'il y a un malaise, ils vont pousser les investigations avec quelques questionnaires, quelques autres outils. Mais la relation humaine restait essentielle. Ça devenait presque trop robotisé. Donc, ils ont dû sortir de ça. Il y a des outils comme le HRV qui peut renseigner, qui peut anticiper un peu l'état de forme, ou surtout avant la descente, ou tout simplement la prise du pouls au repos, toujours dans la même manière. Mais bon, ça n'enlève pas l'œil de l'entraîneur. Oui, parce que Bruno, et après. avec tous ces outils, enfin, moi, dans mon expérience, en tout cas, ça peut devenir très vite un frein à l'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où l'entraînement va être une phase d'accumulation, où on va aller vers de la fatigue, qui est incontournable. Mais si tous les jours, on me dit, et l'athlète, on lui dit, tu es trop fatigué, on n'a plus cette marge de progressivité et on reste sur quelque chose de plat. Donc, je pense qu'il faut faire confiance à notre relation avec l'athlète et on sait qu'il y a des périodes où on va l'amener dans la fatigue. On va pas au mois de novembre, on ne peut pas faire pire. Hein. C'est le mois le pire où il y a une charge de travail qui augmente et il fait moche, c'est l'hiver. Et c'est toujours une période où il y a de la fatigue. Mais je ne vais pas forcément écouter un HRV qui va me dire, oh là, tu vas rester couché 3 jours. Si quand je fais couper un athlète 3 jours, c'est que je sens qu'il en a ras-le-bol. Ce n'est pas forcément les indicateurs physiques. Je trouve des fois, en tout cas dans nos sports énergétiques, il y a un décalage entre les indicateurs physiques et les indicateurs data.
Ouais, les data. voilà, les data. Les data peut-être vont J'ai tout essayé, compléter quoi. La salive, l'étude de la testostérone, j'en ai fait des trucs, hein, mais franchement, je pense qu'il faut savoir mettre du repos dès qu'on le sent la possibilité, que ça, on sait que c'est pas une perte de temps, loin de là, au contraire. Mais il faut aussi pas se fixer sur ces indicateurs qui nous empêchent des fois d'aller dans le sens de la haute performance. C'est vrai que pour la haute performance. Je ne ferai pas ça avec des jeunes où je suis là pour dynamiser, puis pour leur faire découvrir quelque chose. Après, je pense que le double projet, c'est très bien sur cette période avant qu'on soit déterminé sur ce qu'on veut faire. À partir du moment où on sent qu'on a les capacités, qu'on veut faire du très haut niveau, le double projet, peut-être qu'il va falloir le mettre un peu en stand-by. C'est ma vision un peu personnelle, un peu provocatrice, mais je ne pense pas qu'on puisse être champion olympique avec un double projet complet. Je pense qu'à un moment, il faudra le poser dans un coin ou l'avoir fini. Il faut l'aménager. Ça s'est vu dans ou l'aménager grandement. Tu vois, grandement. Mais c'est sûr que dans la journée d'un jeune homme ou d'une jeune femme, il faut qu'il y ait des pauses quand on s'entraîne beaucoup. Et on peut pas dire que d'aller étudier, je vais me reposer. C'est pas vrai. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve ça pas. Merci Bruno. Oui, juste Eric. pour compléter, on parlait des outils. J'ai eu l'occasion il y a quelques mois d'aller au MHR, l'équipe de Montpellier Rugby. J'ai rencontré le staff médical et eux, ils utilisent un outil quand les athlètes arrivent le matin. Ils mesurent en fait la force maximale au niveau de la main, de serrage. Et pour eux, il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'apparemment, ça mesure l'influx nerveux du moment. Et ils en tiennent compte pour adapter éventuellement l'entraînement par la suite. C'est le staff médical qui dit ça. Est-ce que les entraîneurs suivent les recommandations? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'intention est là quand même, ce qui va dans le sens justement d'une non-maltraitance. Au rugby, bon. Tu voulais rajouter quelque chose, Jocelyn? Non, mais quand on est d'accord avec les collègues, ce ne sont que des outils. C'est pour ça que je le disais comme ça. C'est une info qu'on prend. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, du data, il y en a dans tous les sens. Et on voudrait juste être des analystes de data pour entraîner. C'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas. Dans des questions? Oui, justement, c'était Isabelle qui fait un peu le lien avec ce sujet. Est-ce que la maltraitance ne serait pas une difficulté pour l'entraîneur à gérer ou planifier la saison ou même planifier la récupération? Donc, est-ce que c'est pas justement quand il est dépassé qu'il peut être amené à faire ces erreurs? Il y avait une question qui avait été émise lors de l'inscription qui demandait, c'est Thomas, c'est bien l'entraîneur qui s'adapte, c'est pas l'athlète qui s'adapte, surtout quand il y a une forte maltraitance et la personne. Bon, voilà. Donc Thomas, je pense qu'on répond là à ta question. Et effectivement, le suivi, une fois qu'on est lancé, tu en as déjà parlé, hein, Bruno, est-ce que quelqu'un voudrait répondre à cette question? Oui, sur ce qui vient d'être. C'est l'entraîneur qui est dépassé, qui le pousse à exagérer, à faire des erreurs et peut-être à mettre en difficulté l'athlète. Moi, je pense qu'on planifie tous. Alors après, dans les sports, avec les disciplines individuelles, avec les chronos, etc., vous aussi, je pense que vous planifiez pas mal vos saisons. Après, ce qui est compliqué, c'est de dire, voilà, dans la planification, c'est pas de savoir ce que je vais faire dans 6 mois, 3 jours, 2 heures et 20 secondes. C'est essayer d'avoir une vision par athlète de leur développement à long terme. Et après, on sait très bien que les chemins, ils vont pas être tous rectilignes. Il va y avoir parfois des petites impasses à prendre pour mieux revenir et puis pour avancer. Donc oui, il y a une planification, elle est physique. On l'a dit tout à l'heure aussi, on essaie de prendre en compte les retours que font les athlètes, mais une des grandes qualités aussi qu'on doit avoir, nous, en tant qu'entraîneurs, c'est notre capacité à nous adapter à ce qui se passe et au réel, quoi. Si je peux me permettre, encore plus dans les sports collectifs, comme je suis confronté comme Jocelyn par rapport à ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait un modèle
où on avait un schéma d'entraînement et de compétition, voire de planification collectif. En fait, on reproduisait la même séance d'entraînement, les mêmes exercices pour tous nos athlètes. Finalement, petit à petit, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément efficient et qu'on personnalise, on individualise de plus en plus. Et donc là, on est encore plus à l'écoute de chaque individu pour qu'il soit optimal, mais surtout qu'on gère aussi la récupération autant que la charge de travail. Donc ça, pour nous, en tout cas, c'est un élément hyper important. Et ce que je voulais ajouter par rapport aux différentes discussions qu'on a eues depuis tout à l'heure, c'est que nous, en tout cas, dans nos disciplines, moi, j'ai la chance d'avoir plusieurs staffs différents sur les équipes nationales. Et j'insiste sur le fait de valoriser en fait le travail réalisé par mes athlètes. Donc, et ne pas mettre le doigt à chaque fois sur ce qui ne va pas. Donc peut-être là aussi, on commence à rentrer dans la maltraitance, c'est-à-dire que on n'est jamais assez bon, on réalise jamais l'exercice qu'on voudrait jusqu'au bout, on n'est pas sur le résultat attendu, donc la performance. Et moi, je travaille sur le process finalement et de valoriser chaque petite réussite. Donc voilà, un petit exercice qui est réussi, un effort, un sprint, et de le valoriser pour montrer aussi à l'athlète que ce qu'il fait, c'est bien, et que peut-être que là, sur le résultat, sur le moment, bah, il n'est pas content de lui, mais à terme, à moyen terme et long terme, ça va produire. Voilà. Il y avait. Pour revenir sur ce qu'il dit, justement, je pense que ce qui est important chez nos athlètes, c'est que leur faire comprendre qu'à l'entraînement, il y a des jours où ils vont être fatigués, mais il peut y avoir du positif de ces jours-là en se concentrant sur autre chose, sur un point technique, sur une façon d'appréhender la séance, d'être voilà, souriant. Et ces choses-là, si, alors ça demande du temps, mais si l'athlète comprend ça, ben, tous les jours, il va ressortir de l'entraînement avec un point positif. Il y aura forcément un truc positif. Et c'est pour ça que le valoriser, c'est très, très important. Souvent, on se concentre sur ce qui ne va pas. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, tout ça, tu te concentres plus sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Ça ne veut pas dire que tu occultes ce qui ne va pas, mais ça ne sert à rien de pointer tout le temps du doigt ce qui ne va pas, parce que la plupart du temps, il est au courant quand même. Et puis ça peut vraiment faire la différence entre un entraînement qui est vécu comme maltraitant et un entraînement positif, quelque part. Ouais, vous évoquez là le feedback positif qui est connu, et c'est de la pédagogie, certes, mais on s'aperçoit que la pédagogie là, elle va soulager la maltraitance, puisqu'on déplace en fait la motivation, et on comprend mieux, vous l'avez expliqué aussi, pourquoi l'entraîneur propose ça alors qu'on est au mois de novembre et qu'il fait mauvais, ou qu'il y a de la glace sur l'eau. Et on dédramatise aussi l'erreur, la faute, parce que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Tu parlais de pédagogie tout à l'heure, la notion de essai-erreur. Se tromper, ça fait partie d'eux. Et souvent, chez les jeunes, ils sont essentiellement focalisés sur le résultat. Ouais, mais j'ai pas réussi à faire une bonne action. Et nous, on se doit, comme tu disais, la scène, c'est de focaliser aussi sur, oui, mais le résultat est peut-être pas bon, et peut-être pas celui que tu voulais, mais regarde, tu es sur le chemin parce que tu es en train de mettre ça en place. Donc, accepte à un moment donné de te tromper et de ne pas focaliser les jeunes systématiquement sur le résultat, mais sur le processus, comme tu disais, qui les emmène vers. C'est très important en tout cas. Oui, Bruno. C'est pour revenir un peu, Philippe en a parlé tout à l'heure, mais je pense que c'est aussi casser des vieux codes de l'entraînement sportif et de faire rentrer des codes de l'enseignement. Dans l'enseignement, moi, on m'a appris qu'il faut faire 2 compliments sincères avant de faire une critique constructive. Tu as une formation de prof de PS. Voilà, j'ai été formé, j'ai enseigné 10 ans. Ça me sert encore, je pense. Mais donc, je pense que le no pain, no gain des anglo-saxons, des anglo-saxons qui traînent dans la culture des jeunes entraîneurs, on va dire, des entraîneurs qui ne sont pas toujours bien formés, qui sont vite lancés et qui veulent appliquer ça parce que bon, ils l'ont vécu un peu et puis ils en produisent. Mais il faut vraiment qu'on arrive à mettre ces bases pédagogiques, c'est de la base, quoi, dans la formation du jeune entraîneur pour qu'il sache dire oui, ça c'est bien. Parce que c'est vrai que quand on va sur des matchs de foot ou des choses comme ça, on n'entend pas beaucoup de choses positives. On entend même des grossièretés. Je veux dire, c'est des trucs qui sont inadmissibles. Mais
j'ai jamais vu, rarement entendu, il y en a eu, mais entendu un prof de PS en particulier, disons, voilà, insulter ses élèves et pas faire de compliments quand il y a un truc qui se passe bien. En plus, il a un niveau d'exigence nettement inférieur au nôtre. Mais je pense que c'est vraiment important de le faire. Julie? Oui, alors cette discussion-là me faisait revenir à la question d'avant sur le système. Peut-être que dans les choses qui pourraient changer là maintenant à notre époque, c'est ça, c'est-à-dire ce positionnement-là et la formation initiale et continue, on a déjà parlé, qui pourrait nous faire sortir de ces vieilles cultures un peu plus vite que d'attendre que ça passe tache d'huile doucement. Il y a sûrement quelque chose au niveau du système à faire. Oui. Oui, on a une question d'Élise, mais je rejoins ce que disait Bruno, c'est que déjà, à la base, avant d'être entraîneur national, enfin, la plupart d'entre nous, on a passé des diplômes pour être éducateur sportif. Donc, il y a éducateur quand même. Donc ça, c'est la base, pour moi en tout cas, de transmettre à l'humain voilà, notre passion du sport. Et Élise demande, bref, ne faudrait-il pas intégrer dans les formations des entraîneurs tout ce qui a trait aux compétences psychosociales? Donc... La réponse est oui. Oui. Bien sûr, c'est ce que l'on a dit jusqu'à là. Et bon, on peut remettre une couche sur le contenu des DE, les contenus des DES et des DGEPS, parce que peut-être c'est aussi essentiel que d'avoir la bonne technique, le geste parfait du moniteur de tennis ou la bonne propulsion en canoë. Je pense que ça devrait impacter plus la formation et que les coordonnateurs de formation soient conscients de l'impact qu'ils ont sur la suite de la vie de l'entraîneur. Et plus vite l'entraîneur sera à ce niveau de bienveillance, de veille sur ce qu'il propose, bah, plus vite on s'éloignera de la maltraitance. Moi, je voudrais poser une question, parce que pour ne pas qu'on tombe dans une espèce d'angélisme, il faut faire attention à ça quand même. Est-ce que la maltraitance conduit à la performance? On peut conduire à la performance. Dans plein de situations, je pense que oui. Alors c'est malheureux d'une certaine manière, hein, mais est-ce que la maltraitance leur empêche, plutôt je vais le dire comme ça, est-ce que ça empêche d'être performant? Dans bien des cas, non, et on le voit dans certaines cultures, dans certains pays, notamment dans certains pays de l'Est, hein, ou même en Chine, dans certains sports, où les gens sont maltraités et ils sont très forts. Alors après, ils en font des machines, ils sont très bons sûrement dans leur sport, après humainement, parce que c'est des gens, enfin, la maltraitance qu'ils ont vécue ne sera pas sans conséquence sur eux. Nous, en France, on est quand même, on se veut très protecteur et c'est bien. Mais ne perdons pas de vue quand même que dans l'accès au très haut niveau, il y a un niveau d'exigence à avoir et qui bien souvent va friser la maltraitance, qu'on le veuille ou non. Donc, il faut faire très très attention avec ça. Et ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point qui s'articule un peu à ce premier point-là, c'est que dans la maltraitance, il y a une notion aussi de subjectivité. Donc, des fois, les entraîneurs, c'est ça qui est très difficile pour les entraîneurs, c'est qu'ils sont compétents, ils sont protecteurs, ils sont bons dans ce qu'ils font, ils font attention, mais ils ne mesurent pas forcément la portée de leurs paroles, parce qu'ils ne savent pas comment leurs paroles vont être entendues. Et puis, il y a des paroles qui sont très, on pourrait dire de l'extérieur, qui sont très claires et qui ne sont pas du tout maltraitantes, et pourtant qui seront vécues comme ça par des sportifs. Donc, c'est pas simple tout ça, quoi, hein. Je ne crois pas qu'il y ait des solutions toutes faites. Voilà. Je ne voulais pas qu'on tombe dans un angélisme qui nous ferait penser que on a des solutions à tout ça. Il ne faut pas être angélique, c'est sûr, c'est certain, parce que pour aller à très haut niveau, pour aller gagner des médailles olympiques et mondiales, c'est dur, c'est long, c'est beaucoup de travail, c'est souvent du sacrifice, ça c'est clair. Maintenant, tout le monde n'est pas armé pour pouvoir être confronté à ça. Et notre travail à nous, à un moment donné, c'est aussi de les accompagner dans ce chemin-là et dans la construction de ce projet pour qu'il y ait une prise en compte à un moment donné du fait de là, c'est peut-être trop compliqué, c'est peut-être trop dur. Alors, est-ce que c'est pas maltraitant à un moment de dire à quelqu'un, bah là, je pense que ça va être compliqué pour toi. Alors après, on n'est pas devin non plus, hein. Ça, bien loin de moi cette idée-là. Mais on est là aussi pour faire prendre conscience
que le haut niveau, c'est, encore une fois, je disais le chaos tout à l'heure, mais c'est aussi énormément d'efforts et de travail. Alors, tu sais, no pain, no gain, mais quelque part, il y a quand même une notion de travail dur, parce que c'est dur par moment. Mais des fois, quand c'est dur, tu disais tout à l'heure, tu as sorti à vélo et recouvert de boue, ça a été dur, on a acheté tous ensemble, mais à la fin, on est super content de l'avoir fait quand même. Et donc, on est dans cet accompagnement-là de l'acceptation du moment qui est très, très dur, parce que derrière, va s'ouvrir autre chose. Après, je voulais rebondir sur une dernière chose que moi, j'ai en tant qu'éducateur, parce que je l'ai dit, mais je le redis, on est d'abord des éducateurs. Je me souviens avoir vécu en tant que jeune, peu importe le contexte, mais une parole d'un éducateur qui me marque encore aujourd'hui. Et je me dis que moi, en tant qu'éducateur, ma parole, elle peut marquer quelqu'un longtemps. Et d'avoir ça dans un coin de sa tête et de se dire, ce que je vais lui dire là, peut-être que ça va lui traîner toute sa vie. Peut-être que ce sera quelque chose qui va lui faire du bien, mais aussi ça peut être quelque chose qui peut lui faire du mal. Et donc, on est sans arrêt sur cette balance, cet équilibre entre lui dire quelque chose qui va l'emmener un peu plus loin et qui va l'élever par rapport à son projet, mais ne pas oublier qu'aussi on peut des fois dire des choses qui sont pas bénéfiques, quoi. Absolument. Pour répondre à ce que tu disais, Philippe, effectivement, on sait qu'il faut aller, et c'est ce que je disais, hein, des fois il faut aller bien secouer l'homéostasie ou aller chercher le dur, mais peut-être, alors avec notre culture, hein, parce qu'on voit, et tu l'as dit, culture latine, culture, on a peut-être moins, ou en tout cas notre tolérance est plus faible à certains aspects de l'entraînement, et en tout cas, il me semble qu'il ne faut pas descendre en deçà. Et tu parlais d'humiliation dans ta présentation. Y a des leviers qu'il ne faut pas agir, il me semble, pour ne pas tomber dans. Alors là, ça va être effectivement de la maltraitance qui va aller sur du harcèlement qui peut aller, mais peut-être, voilà, avoir peut-être en tête qu'il y a des paliers qu'il ne faut pas dépasser, qu'il y a des leviers qu'il ne faut pas utiliser, même si peut-être dans d'autres cultures, pour d'autres approches, ils sont utilisés. Mais en tout cas, on est bien conscient que l'humiliation, par exemple, ce n'est pas un levier, même si ça peut être un levier efficace, ce n'est pas un levier qu'on se donne le droit d'utiliser. Et sûrement que si on passait euh, des, des, des maltraitances de ce type, il faut ne pas descendre dessus. Une question? C'est plus moi qui réagis par rapport à Élise tout à l'heure sur la formation des compétences psychosociales. On a plutôt réagi du côté de la formation des entraîneurs, mais est-ce que nos athlètes, les athlètes, encore une fois, que ce soit en club, en pôle, sont formés pour être prêts à répondre à ces exigences de la vie, des exigences qu'on leur demande au très haut niveau? Ce que je peux te dire, c'est qu'au sein d'un CREPS, on fait attention justement à accompagner les jeunes, pour les protéger et prévenir les risques, notamment de maltraitance, mais aussi les accompagner pour les aider à supporter les difficultés qu'ils vivent pendant la formation. Donc ces compétences-là, on les aide aussi à essayer de les développer quand c'est possible. Parce que je pense qu'en effet, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est pas possible chez tout le monde, et je pense que c'est pas tout le monde à compétences physiques égales qui est capable de supporter l'exigence, le poids. Donc, il y a les compétences psychologiques, psychosociales pour faire du haut niveau. Donc, au sein d'un CREPS, on accompagne. Après, hors les structures d'État comme ça, c'est pas si évident. Julie? Oui, mais enfin, tout à fait. Et je trouve qu'à nouveau, on se retrouve dans la même chose que pour la formation des entraîneurs, c'est-à-dire que peut-être il n'y a pas assez de place quand même qui est donnée pour ces choses-là, parce que justement parce que c'est très compliqué, il faut de l'espace. Par exemple, pour les jeunes, apprendre à aller communiquer avec l'entraîneur, avoir le courage d'aller dire, c'est, c'est une vraie compétence intéressante à développer. Bon, ben, on n'a pas forcément des dispositifs systématiques et globaux pour ça, euh, pour l'instant. J'espère qu'on va aller vers ça. Euh, Oui, juste pour aller dans ce sens, en effet, moi j'ai rencontré beaucoup d'athlètes qui arrivaient sur le haut niveau, donc qui étaient détectés, et on s'apercevait en fait en discutant avec eux qu'ils n'avaient aucune notion des implications que le haut niveau amenait.
Et je pense qu'en effet, il faudrait qu'ils soient formés parce que s'ils rentrent en pôle sans savoir ce qui les attend et le niveau d'implication qu'il va falloir mettre dans les années à venir pour atteindre un objectif qui souvent n'a pas été clairement défini. Enfin, oui, ils ont tous envie d'être champions olympiques. Je l'ai vécu aussi au Japon où j'ai entraîné quelques années. Et les athlètes, il y avait un vrai décalage entre l'investissement, la capacité d'investissement sur le terrain et le rêve olympique qui les animait au départ, quoi. Moi, je voulais donner la parole à Philippe, donc pardon. Il y a peut-être une vraie différence aussi entre nos disciplines. Nous, on les prépare à être aussi des bons professionnels, puisqu'on a la chance d'avoir une discipline qui est professionnelle. Donc, pour nous, c'est aussi un moyen de s'élever socialement, de se construire une carrière et de pouvoir en vivre tout au long de leur vie. Il y a des athlètes qui sont passés par ici, qui font une grande carrière, et aujourd'hui, ils en vivent. Donc, on les prépare aussi à être, entre guillemets, des bons professionnels, capables d'affronter ce qui va les attendre dehors et le milieu et le contexte dans lequel ils vont évoluer. Alors, je ne sais pas, après vous, dans vos disciplines, il n'y a pas forcément de professionnalisme. Et c'est peut-être ça aussi qui est difficile. C'est jusqu'où je suis capable de m'engager dans ma discipline et jusqu'où ça vaut le coup, finalement, en termes d'investissement, en termes de travail, pour aller atteindre une forme de rêve d'aller chercher une médaille ou de décrocher quelque chose. Et qu'en parallèle de ça, il faut aussi que je me construise en tant qu'homme. Donc, bon, nous, c'est pas de la chair à ballon, loin de là. Hein, c'est pas comme ça qu'on les considère, mais ils se donnent une perspective ils se donnent une perspective à travers leur discipline parce qu'ils savent qu'ils peuvent en devenir professionnels et vivre de ça. Donc là, c'est peut-être aussi une petite différence, je pense. Des questions? Et profitez-en, puisqu'on va finir dans quelques minutes pour poser des questions. Moi, j'en avais une à Philippe. Tu nous as donné des petits éléments par-ci, par-là, mais est-ce que tu veux bien nous reparler de votre dispositif, on va dire, de prévention sur le Krebs? Parce qu'on a eu une version un peu éclatée. Donc, c'est quoi votre démarche, on va dire, sur ce registre-là? Quand on voit les sportifs, on les voit minimum 2 fois dans l'année. On passe en revue avec eux les différents domaines de leur vie, donc en voyant où est-ce qu'ils en sont de leur projet, comment ils se situent, autant sur le projet sportif que sur le projet scolaire et comment ils articulent les deux. À travers le regard qu'on essaye d'avoir avec eux sur le projet, on regarde aussi comment ils sont, dans quel type de relation ils sont avec les entraîneurs, avec les autres coéquipiers de leur sport. Et tout ça, on essaye après de l'articuler à la santé. Voilà. Donc, en passant les différents domaines en revue de leur parcours, de leur formation, sur les différents domaines de leur formation, on repère un certain nombre de choses. Et en fonction de ce qu'on repère, on va mettre l'accent sur, tout à l'heure, vous parlez de compétences, pour savoir parler à son entraîneur. Dire, ce serait bien que tu ailles parler à ton entraîneur. Oui, mais je ne sais pas faire. On va voir comment on peut t'aider, etc. Voilà. Donc, on passe en revue les projets des jeunes et on voit où est-ce qu'il y a des difficultés éventuellement, où est-ce qu'il y a des choses à optimiser et comment leur santé se passe. Voilà. C'est très rapidement. Des questions au standard? Il y en avait une, après, c'est la curiosité aussi. C'était tout au début, je vais la reprendre, d'Anne Soyer, qui demandait s'il y avait des entraîneurs qui suivaient plus d'athlètes féminines. Donc, je pense qu'elle a la question derrière, en tout cas, je l'entendais comme ça. Est-ce qu'il y a des différences à faire, une vigilance plus particulière suivant le genre, en tout cas de masculin ou féminin? Parce que voilà, c'est un sujet sur lequel vous pouvez répondre. Bon, c'est un sujet qui est intéressant. Il y a des groupes qui entraînent les groupes mixtes. Il y a, par rapport au pôle volley, non, puisque voilà. Donc, quelqu'un a une expérience dans ce domaine? Moi, rapidement, je peux, enfin, en tout cas dans le tir, c'est vrai qu'on n'entraîne pas forcément exactement de la même façon des filles et des garçons. Il y a je dirais une forme de sensibilité à avoir en tant qu'entraîneur avec les filles qui est différente de celle des garçons. Ils n'ont pas les mêmes attentes du tout au niveau de ce qu'ils attendent du coach. Donc, il faut vraiment être capable de s'adapter. Et je pense que tout le monde n'a pas forcément le profil pour le faire. Mais il y a une vraie différence après. C'est juste mon point de vue. Bruno, tu as entraîné aussi des dames et des hommes.
j'ai jamais fait énormément de différence. Voilà, j'ai toujours pris face à moi des athlètes faits avec leur genre. Est-ce qu'il y a eu des... Je pense qu'il y a des fois, il y a une attente différente parce que l'entraîneur est un homme. Voilà, il peut y avoir des différences d'attente dans le relationnel. Dans l'entraînement, ça change très peu de choses, quasiment rien. Pour moi, en tout cas. Et après, c'est plus... Oui, je m'adapte en fait parce que j'ai eu des athlètes féminines qui attendaient pas grand-chose de moi, pas plus qu'un garçon lambda. Et puis, voilà, et j'ai eu des garçons qui avaient beaucoup besoin que j'intervienne, que je m'intéresse à leur vie. Voilà. Moi, je prends les individus comme ils sont, quoi. Je ne fais pas tellement de différence dans le genre, à part que une fois, une athlète de mon groupe m'a dit bah, il n'y a pas beaucoup de garçons dans notre groupe. Je dis bah, il y a moi quand même. Je dis non, mais toi, tu es asexué. Voilà. Et je trouvais que c'était une belle réponse. Et que je m'étais dit, bah, finalement, c'est un bon contrôle de ce que je fais. Si je suis asexué, c'est pas mal. Moi, juste, je vais intervenir en tant qu'entraîneur de canoë-kayak où on entraîne plutôt des groupes mixtes et un peu comme tu le dis, moi je m'adaptais plutôt à l'individu plutôt qu'au genre parce que comme tu l'as dit aussi, euh, il y a tout dans la nature et je préférais m'adapter réellement à la demande ou au profil qu'au genre. Bon. Mais peut-être que c'est notre discipline aussi qui portait à ça. Et il n'y avait pas de différence au niveau entraînement. Euh, donc, voilà. Je pense que ça dépend aussi de la discipline et du contexte, les sports de pleine nature, les sports. Bon, en tout cas, c'était. Les sports individuels et collectifs. Si, je pense que les sports collectifs de filles ne se jouent pas de la même manière que les sports collectifs d'hommes. Je ne prononcerai pas justement. La scène, voilà, la scène, il y a une bonne expérience. Oui, ouais, en ce moment, je manage des collectifs mixtes, justement en baseball 5, mais plutôt en baseball féminin. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les filles sont plus exigeantes, justement, que les garçons dans l'entraînement, dans la compétition, dans le fait d'avoir besoin de savoir ce qui se passe et ce qu'on présente finalement comme programme, le plan, les objectifs individuels et collectifs. Là, elles sont beaucoup plus demandeuses que les garçons. Les garçons, on leur dit bon, ben, on va jouer à telle heure, c'est bon, on a la stratégie en place, donc tout va bien. Les filles, c'est vraiment un travail encore plus poussé pour l'entraîneur et il faut répondre à leurs besoins constamment. Je rejoins là-dessus, c'est un peu dans ce sens que. D'accord. En fait, il y a de l'exigence pour l'entraîneur aussi, donc je m'aperçois, et peut-être de la maltraitance des fois. Jusque-là. Jusqu'à là, non. Non, pas d'autres questions. Donc, on a bien fait le tour, j'espère, puisque les questions standards se tarissent. Moi, j'avais une question qui avait été posée, mais tu as répondu en partie, mais comment alors, je ne sais pas si c'est en tant que sportif ou en tant qu'entraîneur, mais la question, c'est comment réagir face au comportement toxique d'un entraîneur. C'est Eva Iba qui pose cette question. Donc, oui, je casse un peu l'ambiance. Première réponse. Comment on évalue comment on évalue que c'est toxique? C'est toujours le même problème. C'est qu'au départ, il y a une évaluation de la toxicité et du degré de toxicité avant de pouvoir intervenir. Je ne sais pas ce que tu peux en dire. Oui, mais il y a justement quelque chose de subjectif. Comme je disais, sur ce qu'est la maltraitance, c'est beaucoup une histoire de vécu. Même si après, il y a des actes qu'on peut repérer sur des actes très importants. Je pense qu'il y a des gens, des entraîneurs très toxiques, mais qui ne sont pas vécus comme ça par les sportifs. Donc, du coup, ils ne sont pas toxiques. Et voilà, donc c'est vraiment dans cette relation entraîneur-entraîné là qui fait les choses. C'est ça qui est compliqué. Hein. C'est ça qui est compliqué. Oui, puis c'est bien dans la définition de la maltraitance, hein, puisque ça se positionne du côté de la souffrance ressentie, hein. Pas de l'acte en fait. La liste des actes possibles sont multiples, mais ce qui compte, c'est comment ça impacte la personne qui les vit. C'est là que ça se joue, donc c'est complexe. Puis les individus sont tous différents, les groupes sont différents, et tu disais très bien, c'est la capacité aussi des entraîneurs à s'adapter aux personnes qui sont en face de nous,
d'une année sur l'autre, le groupe il change, les athlètes se renouvellent. Et les solutions qu'on avait trouvées l'année d'avant, elles sont plus forcément bonnes l'année d'après. Donc, être vraiment peut-être quelque chose qui n'était pas toxique pour un groupe, finalement, va l'être l'année suivante. Donc, c'est vraiment cette analyse, cette évaluation des individus qui composent nos groupes qui doit nous emmener à utiliser les bonnes méthodes et les bonnes interventions. Justement, Philippe, si jamais tu t'es confronté à un ou plusieurs athlètes qui sont avérés maltraités par leur entraîneur, qu'est-ce qui se passe concrètement? Tout à l'heure, on en a parlé. En général, moi, j'essaye d'abord, comme je disais, d'analyser la parole des sportifs, de passer du temps là-dessus. Et si c'est avéré qu'il y a vraiment de la maltraitance ou qu'il y a de la répétition, parce que s'il y a plusieurs personnes qui disent la même chose, en général, il y a quelque chose qui se passe. En effet, essayer de voir avec l'entraîneur. J'essaie quand même ça dépend de l'âge. Quand c'est des jeunes, je vois ici des pôles espoirs qui ont 13 ans, 14 ans, je vais voir l'entraîneur ou le coordonnateur pour essayer d'en parler avec lui. Quand c'est des gens plus âgés, j'essaie de faire en sorte, dans un premier temps, que les gens aillent voir l'entraîneur eux-mêmes. Ça me paraît plus autonome comme façon de faire et aussi plus respectueux des gens. Après, s'il y a une maltraitance là, qui est une violence, là, par contre, en effet, tout à l'heure, Julien en a parlé, alors, carrément dénoncer les choses. De toute façon, c'est la loi, là encore. À partir du moment où quelqu'un est maltraité ou subit des choses, notamment sur des mineurs, là, on n'a pas d'autre choix. Là, c'est pas une histoire de psy ou pas psy. On doit faire un signal. Bruno, tu voulais rajouter quelque Moi, je chose? serais plutôt sur en parlant de majeurs, voilà, de dire qu'il y a des incompatibilités parfois et que faudra anticiper, c'est-à-dire que soit l'athlète va changer d'entraîneur parce il a senti l'incompatibilité, mais l'entraîneur peut aussi sentir des incompatibilités. Et donc, avec Bertrand, ça, on a déjà été maltraitant en renvoyant un athlète parce qu'on savait que derrière, ça allait mal se passer, quoi. Ça allait mal se passer et qu'on serait devenu nuisible pour cette personne parce qu'il y a trop d'incompatibilité, des valeurs par partager, des choses humaines complètes, quoi, de relations humaines entre adultes, quoi. Donc l'athlète a pu se sentir maltraité alors qu'en fait, vous étiez que dans l'exigence. Au niveau Il de y a un votre moment, exigence, c'était pas possible. même au-delà de l'exigence, des fois, ça m'est arrivé pas beaucoup, mais de rencontrer des gens, je savais que il fallait pas que je les entraîne, quoi. Tu vois, c'était juste ce choix-là et des athlètes qui sont restés un petit peu puis qui sont partis parce que ça allait pas. Et d'athlète à athlète aussi, nous on a eu des athlètes des fois qui étaient déjà très nature et qui avaient un niveau d'exigence tellement élevé qui correspondait à quelqu'un qui pouvait déjà être en senior et qui, par son comportement, était complètement en décalage avec le groupe, quoi. Et finalement, le groupe devenait maltraitant pour cet athlète-là parce qu'il ne comprenait pas du tout son comportement. Et cet athlète-là a mal vécu par moments des moments de l'année avec ce groupe-là parce que le groupe ne répondait pas à sa façon d'être. Bien, nous allons. Merci déjà pour votre participation. Merci à tous nos auditeurs. Et en définitive, on se rend compte quand même que les tâches de l'entraîneur sont multiples. Elles sont difficiles puisqu'il faut être en état de veille par rapport à ce que l'on a dit, mais elles sont passionnantes. Moi, je ne regrette pas d'avoir entraîné pas mal de temps et je pense que ça fait partie effectivement l'état de veille par rapport à ces maltraitances que tout entraîneur doit avoir en veille et je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Merci pour tout. Si on vous incline à remplir le questionnaire pour nous renseigner sur les manières de progresser, tant dans le fond que dans la forme. Donc, n'hésitez pas à le remplir. Il est joint aux fiches d'inscription. Vous pouvez, pour les collègues qui n'ont pas assisté ou si vous n'avez pas pu assister au webinaire complet, le replay sera en ligne dès la semaine prochaine. Merci Olivier, qui était aux manettes. Voilà. Et pour ceux qui voudraient se former, nous organisons au sein des Mémentos du CREPS de Montpellier une formation sur la motivation et une formation sur la concentration. Motivation qui va se dérouler autour du mois de février, début février, et concentration au mois de mars.
Voilà, merci. À bientôt pour un prochain webinaire, sûrement au printemps. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. Merci.